America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. La présidente de la prestigieuse université privée américaine UPenn à Philadelphie et le chef de son conseil d'administration ont annoncé leur démission après une audition critiquée et qualifiée de honteuse devant le Congrès à Washington concernant l'antisémitisme sur les campus aux États-Unis. Elizabeth McGill a défendu la liberté d'expression lors de manifestations dénonçant la guerre et les attaques meurtrières menées contre la population civile à Gaza. Elle a, au même titre que deux autres rectrices, été convoquées à une audition du Congrès américain le 5 décembre pour répondre à des questions concernant le rapproche des incidents qualifiés d'antisémites survenus sur les campus universitaires. Pour la circonstance, le Congrès s'est transformé en tribunal. Madame Miguel de l'Université de Pennsylvanie, appelée au génocide des Juifs, constitue-t-il une entrave aux règles disciplinaires de l'université? Oui ou non? Si le discours se transforme en conduite, il peut constituer un harcèlement. Oui. Je vous pose la question sur l'appel de l'extermination des Juifs. Est-ce que cela constitue un acte d'intimidation ou de harcèlement? S'il est direct et répondu avec force, c'est un harcèlement. Donc la réponse est oui. C'est une décision qui dépend du contexte de membres du Congrès. Une décision qui dépend du contexte, c'est ça votre réponse? Appeler au génocide des Juifs dépend du contexte? Ce n'est pas de l'intimidation ou de l'harcèlement? C'est la question la plus facile. Et la réponse est oui, Madame Miguel. Et donc, selon votre témoignage, vous ne voulez pas répondre par oui. Si le discours se transforme en comportement, il peut constituer un harcèlement. Un comportement signifie un fait de génocide. Le discours est un fait. Ceci n'est pas acceptable, Madame Miguel. Je vais vous donner une autre chance pour que le monde soit témoin de votre réponse. Appeler au génocide des Juifs, est-ce une entrave aux règles disciplinaires, de l'intimidation, de l'harcèlement? Oui ou non? Il peut constituer un harcèlement, en effet. La réponse est oui. Mark Rowan, directeur général de la société de capital investissement Apollo Global Management, l'une des plus grandes institutions financières des États-Unis, et président du conseil consultatif de la Wharton School of Business de l'université UPenn, a été la figure de proue de la campagne de pression. Fondé en 1990 par Mark Rowan, Leon Black et Joshua Harris, Apollo est l'un des plus grands fonds d'investissement alternatifs au monde et contrôle 350 milliards de dollars d'actifs. Mark Rowan et Joshua Harris font partie des personnes les plus riches des États-Unis. La valeur nette de Harris s'élevant à 7,27 milliards de dollars et celle de Joshua Rowan à 5,74 milliards de dollars, selon des estimations de Bloomberg datant d'août 2021. Avec nous en ligne,
Monsieur Marc Porter, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes docteur en stratégie politique et économique. Vous avez été conseiller de l'ancien président américain Donald Trump. Monsieur Marc Porter, aujourd'hui, les lobbies aux États-Unis, c'est le politique conjugué au pouvoir de l'argent. C'est de cela qu'il s'agit? C'est toujours un problème, l'influence étrangère pour les politiques américains. Normalement, c'est interdit pour un étranger de donner l'argent pour influencer la campagne politique américaine. Mais ça arrive quand même sur le soft power. Ça veut dire par les contributions des donations organisations américaines. Alors, il y a une certaine influence qui peut passer autour des barrières pour protéger le peuple américain des influences étrangères. C'est un gros problème. Quand vous dites le soft power, ça sous-entend également l'impact que peuvent avoir les médias dans une décision prise en matière de politique étrangère, par exemple, notamment au Moyen-Orient, car ces lobbies ou ces groupes de pression ont un point d'achoppement, à savoir le monde arabe et le Moyen-Orient, monsieur Marc Porter. Le Moyen-Orient, par exemple, cette région devient très importante pour les États-Unis. On a beaucoup d'émigrés de cette région. Alors, cette région devient très importante dans la politique américaine. Et de temps en temps, ça a créé une confusion pour le peuple américain qui n'a pas l'habitude de comprendre cette région, par exemple. Dans les universités, qu'on voit maintenant, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent organiser pour s'exprimer un point de vue de la région qui n'était pas toujours exprimé. Et de temps en temps, ça a créé la confusion. C'est intéressant, cette nouvelle façon d'exprimer. Justement, monsieur Marc Porter, vous avez parlé des universités. À ce propos, tout récemment, des recteurs ont été renvoyés par rapport à un mouvement qui s'est tenu à l'intérieur des universités même. On peut citer Harvard. Est-ce que le groupe de pression ont eu une influence en ce sens? Oui, bien sûr. Les grandes universités, les grandes écoles comme Harvard, ils ont un prestige énorme aux États-Unis. Les étudiants, les professeurs, les directeurs des universités comme ça, quand ils s'expriment, le public américain fait attention. Mais cette fois, c'est un peu différent parce que c'est les passions, les émotions qui passent par là. Oui. Bien sûr, la situation est différente et les émotions dans la situation est aussi important. Les directeurs de Harvard, par exemple, elle a été impliquée d'être hypocrite. Elle était un peu plus passionnante par certains problèmes comme Black Lives Matter pour les Noirs américains, pour le Moyen-Orient, mais pas pour les autres. Alors, ça crée une polémique. Et ça, c'est pourquoi le directeur de l'Université de Pennsylvania, elle a démissionné parce que cette image, cette perception d'inégalité, d'hypocrisie, ça pèse. Monsieur Marc Porter, justement, cette responsable qui a démissionné a évoqué une menace de retirer des soutiens financiers à l'université. Un poids que vous venez, en début d'entretien, de signaler. Les lobbies agissent également par l'intrusion de l'argent, par le pouvoir de l'argent. Tout à fait. Les universités américaines demandent les donations et les anciens élèves financent énormément les universités. Harvard, par exemple, c'est une université privée. Alors, il dépend sur une grande somme de l'argent sur les anciens élèves. Et les anciens élèves, ils ont l'habitude d'influencer la politique de l'université parce qu'ils ont donné beaucoup de l'argent. C'est une transaction, en fait. Mm-hmm. Il y a 20 ans, les étudiants de Harvard dans les grandes écoles aux États-Unis étaient plutôt homogènes. Alors, tout le monde était d'accord avec la politique de l'université parce que tous les anciens élèves étaient plus ou moins homogènes. Maintenant, on a une grande diversité des idées, des cultures, des nations, par exemple. Et maintenant, les anciens élèves, ils ne sont pas d'accord avec... il n'y a pas une homogénéité. Oui. Et ça crée les polémiques. Et ça veut dire que les directeurs ne savent pas exactement
quel chemin à suivre. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Sans doute que le chemin tracé n'est pas conforme aux yeux de tout le monde, Monsieur Mark Porter. L'American Israel Public Affairs Committee, AIPAC en abrégé, est l'une des organisations de lobbying les plus célèbres et les plus importantes aux États-Unis. Nous avons également J Street, qui a été créé en début des années 2010, après le e-call en Europe. Monsieur Mark Porter, vous avez été, là je parle sous votre contrôle, ancien conseiller du président Trump. Trump a subi, en début de son mandat, quelques alertes de ce comité. De quelle nature étaient-elles et comment a-t-il joué entre les lignes? Oh, c'est difficile. Je ne sais pas exactement sa position maintenant, mais c'est vrai que Trump a commencé de dire que les influences des lobbies doivent être diminuées. Mais finalement, c'était presque impossible parce qu'à Washington, aux États-Unis, les lobbies ne sont pas toujours les lobbies officiels. C'est aussi le soft power, comme on a dit avant. Il y a toujours les méthodes d'influence les décisions. Alors, dans le pouvoir, c'est toujours difficile de comprendre quel chemin à suivre et c'est toujours un problème. Entre dans la campagne présidentielle pour l'année prochaine et tout le monde commence à savoir quelle politique à suivre, qui a le pouvoir maintenant. Quels groupes sont plus puissants que les autres. Et tout le monde calcule comme ça. Alors, c'est difficile de comprendre maintenant parce que la campagne commence. Et tous les groupes, les lobbyistes et les NGO, par exemple, les autres organisations, commencent à créer la pression pour avoir plus de donateurs chez eux, pour avoir plus de puissance. Et ça, c'est comment la politique américaine fonctionne. Quand vous parlez de soft power, vous parlez, je suppose, de l'utilisation des médias aux États-Unis au profit ou peut-être au désavantage de politique. Oh, tout à fait, mais pas toujours, pas seulement les journalistes, par exemple. C'est aussi les grands acteurs, actrices, les musiciens. Par exemple, pendant la première campagne de Trump, il y avait beaucoup de musiciens anglais qui s'exprimaient devant le public de 1000 personnes pour dire ne pas voter pour Trump. Mais ils ne sont pas américains, ils sont anglais. Alors, c'est rien à voir. Pourquoi ils parlent de la politique pendant un concert? Ça, c'est aussi un ton de soft power. Dans les films, dans la musique, par exemple, ça aussi influence le public américain. Monsieur Mark Porter, les intérêts nationaux sont les principaux déterminants de la politique étrangère américaine, mais lorsqu'il s'agit de la politique américaine envers le monde arabe particulièrement, la question palestinienne est au cœur, est au centre. Comment aujourd'hui la voyez-vous? Comment la considérez-vous? Je vous pose la question, car voyez par exemple, le président Joe Biden a décidé de ne pas passer par le Congrès américain pour continuer à soutenir en armement par exemple Israël. Vous, de l'extérieur aujourd'hui, je veux dire de l'extérieur, vous avez du recul, mais vous avez les outils politiques pour pouvoir l'analyser. Comment voyez-vous cela? Oh, le lobby israélien est très, très fort et ils ont une histoire avec les politiciens américains. Joe Biden a été un homme de politique depuis 40 ans. Il a pris beaucoup de l'argent de l'État d'Israël. Alors, il est vraiment lié à l'État d'Israël. Alors, c'est impossible, c'est presque impossible, c'est très difficile à dire non à cette lobby-là parce qu'il y a une grande histoire avec. Les autres hommes de politique, les femmes de politique, ils sont nouveaux, ils n'ont aucun lien avec Israël, ils sont plus libres à regarder la situation avec plus de distance, quoi. C'est très compliqué. Le peuple américain ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe. Ils entendent que Israël a été attaqué, après Israël a attaqué Gaza. C'est compliqué, c'est difficile à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Tout le monde crie, tout le monde dit que l'injustice est partout. Alors, la plupart des Américains vont dire « Oh, c'est pas notre problème ». Et pendant cette époque de guerre partout, en Ukraine, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui se passe,
qui dit la vérité, qui maîtrise le marketing, parce que maintenant, les Palestiniens sont très, très doués avec le marketing. Leur façon d'exprimer sont très élevées. Ils s'expriment avec une sophistication. Alors, ça a créé la confusion chez le public américain. Je suis tentée de vous poser la question. L'ancien président Trump a autant d'années derrière lui que Joe Biden. Est-ce que les parcours sont différents? J'aimerais rajouter ceci. Est-ce que parce que Trump avait de l'argent, qu'il a subi moins l'influence que Joe Biden? On peut dire que Trump, il n'a pas besoin de l'argent comme président Biden. C'est ça. Biden, il n'était pas un homme de l'argent. Alors, Trump était moins influencé par l'argent, mais quand même, le système de pouvoir aux États-Unis exige l'argent. Même si on a un millionnaire, on a besoin de l'argent pour faire les campagnes dans les 50 États des États-Unis. Ça veut dire on a besoin de beaucoup de l'argent pour faire toutes ces campagnes-là. Ça veut dire que les campagnes commencent. Alors, tout le monde jette l'argent vers les candidats aussi. Ça, c'est intéressant à voir que tout le monde veut dépenser l'argent pour influencer quelqu'un. C'est difficile à dire non à l'argent. Alors, en général, tout le monde dit oui et il décide plus tard. Il prend l'argent maintenant et il décide plus tard. Si j'ai bien compris, Monsieur Mark Porter, ces lobbies ont le pouvoir de l'argent. Ce sont des lobbies politiques qui utilisent l'argent pour corrompre des politiques à des fins politiques qui leur sont propres. Les donations, c'est pour la campagne. C'est pas l'argent personnel. Alors, il y a beaucoup de règles dans les lois américaines autour du financement des campagnes. C'est ça. C'est très, très étroit, mais quand même, comme Joe Biden a montré à tout le monde, son fils a compris comment détourner les lois. Il y a les façons avec les comptables qui savent comment ça marche pour filtrer l'argent dans les autres façons. Mais en général, on ne peut pas toucher l'argent pour les dépenses personnelles, c'est plutôt pour les campagnes. Qui constitue ces lobbies, Monsieur Mark Porter? De qui sont-ils constitués? De juifs, d'américains chrétiens, d'évangélistes? Qui constitue ces lobbies? Well, en fait, le lobby israélien, c'est plutôt les Juifs qui habitent aux États-Unis. Les chrétiens évangéliques américains, ils sont plutôt les chrétiens qui lisent la Bible, qui voient que les Juifs sont le peuple choisi par Dieu, et ça crée les grands liens. Oui. Et le lobby juif travaille avec le lobby évangélique pour créer un partenariat. Quel est leur degré de puissance politique au sein de la Maison-Blanche? C'est moins qu'avant. Par exemple, pendant la campagne du président Reagan, c'était très, très, très fort. Aujourd'hui, c'est moins, je crois. Je ne suis pas un spécialiste dans le Parti démocrate, mais dans le Parti républicain, c'est moins qu'avant. Simplement parce qu'on a plus de diversité dans le Parti républicain. Ça veut dire qu'on a beaucoup des immigrés arabes, on a beaucoup de businessmen arabes américains qui commencent de peser sur l'influence aussi. Oui, mais ils sont minoritaires, ils sont encore minoritaires. Au Congrès américain, les tiers du Congrès américain est validé par justement ces lobbyistes, juifs en l'occurrence. Oui, tout à fait, mais je voudrais dire simplement, c'était plus qu'avant. Alors, avant, c'était plus. Ouais, voilà. Mm-hmm. Vous avez parlé tout à l'heure de Reagan. Vous avez dit qu'à l'époque du président Reagan, les lobbies étaient très puissants et que leur action était puissante. Leur action était puissante à telle enseigne que ce sont ces mêmes lobbies qui ont fait tomber Reagan. Oui, tout à fait, mais Iran Gate, le président Reagan a expliqué qu'il doit vendre les armes à l'Iran pour financer les guerres dans l'Amérique centrale. Alors, il a détrôné le système de financement des guerres parce qu'il a entendu que le Congrès américain ne veut pas financer une guerre en Amérique centrale. Alors, il a trouvé, ses conseillers, a trouvé une autre façon de financer ces guerres en Amérique centrale. Mm-hmm. Maintenant, on a un autre mécanisme pour le faire, parce que tous les présidents comprennent que ça ne peut pas marcher très bien, parce que le peuple américain ne veut pas que les présidents puissent avoir les guerres privées. Bien, j'ai compris. Oui. J'aimerais rajouter une toute dernière question, Monsieur Mark Porter. Oui.
La guerre aujourd'hui contre Gaza est souhaitée par des politiques, contestée par la population américaine, qui aujourd'hui veut continuer cette guerre, qui aujourd'hui pousse les États-Unis à prononcer leur veto au Conseil de sécurité. Est-ce les politiques aux États-Unis ou est-ce les lobbies qui poussent le politique américain à cette guerre? Pour le peuple américain, ils ne comprennent pas exactement. Mais il y a certains groupes, comme les groupes industriels, militaires, ils sont pour la guerre. Parce que plus de guerre, ça veut dire plus de l'argent pour leurs activités. Alors, les entreprises comme Boeing, comme toutes les autres grandes entreprises militaires, ils pensent que la guerre est nécessaire pour améliorer le produit militaire. Ça, c'est une grande puissance du lobby, là. Aussi, le lobby juif, ils sont très puissants et aussi, bien sûr, ils sont sur le choc. Ils sont traumatisés par qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors, ils sont très motivés, bien sûr, avec passion et émotion à cause de ce problème sur le 7 octobre. Ça, c'est les deux groupes qui sont plus visibles. Mais aussi, il y a un contrepoids sur les étudiants, sur les gens qui voient qu'est-ce qui se passe à Gaza, et on voit que ça, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu quelque chose pareil. Ça crée la confusion. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, en fait. Monsieur Mark Porter, puisque vous avez été conseiller du président Trump, est-ce que ce dernier va se présenter pour la prochaine présidentielle? Ah, bien sûr. Il est prêt. Et peut-être il va gagner. Bien, monsieur Mark Porter, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Mark Porter est docteur en stratégie, professeur à l'École des affaires de Rennes. Il a été conseiller du président Trump. En 2016, Hillary Clinton et Donald Trump se rendent à la conférence annuelle organisée par l'AIPAC. Donald Trump assure dans son discours que s'il est élu président, Washington reconnaîtra El-Quds comme la capitale d'Israël et promet de démanteler l'accord sur le programme nucléaire iranien. Le mercredi 6 décembre 2017, Donald Trump, le 45e président des États-Unis, reconnaissait El-Quds comme capitale de l'entité sioniste, suscitant ainsi la colère des Palestiniens et une vague de réprobation dans le monde arabe. Il est temps de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Je considère que ces actions sont un bon choix pour les États-Unis et dans la quête du processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Le statut de la ville sainte ne peut être résolu que par une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens, avait aussitôt rappelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. De son côté, le président palestinien rejette la décision de consolider El-Quds comme capitale d'Israël. Dans une déclaration vidéo, Mahmoud Abbas a qualifié la ville sainte de capitale de l'État éternel de Palestine. هذه الليلة لن يغير من واقع مدينة القدس ولن يعطي أي شرعية لإسرائيل في هذا الشأن. كونها مدينة فلسطينية عربية مسيحية إسلامية وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية. Les relations entre les États-Unis et Israël sont un facteur important dans la politique étrangère du gouvernement des États-Unis au Moyen-Orient depuis 1948. Les États-Unis maintiennent avec Israël une relation de proximité et de soutien via une aide financière annuelle et des accords militaires. En 2006, la publication par deux professeurs d'université américains, Stephen Walt et John Meischmeyer, d'un article puis d'un livre sur le lobby pro-israélien aux États-Unis déclenche un véritable scandale. Les deux universitaires y jugent disproportionnée l'influence de l'AIPAC sur la politique étrangère des États-Unis et reprochent le soutien inconditionnel de cette organisation au Likoud. Le lobby a contribué à l'anti-américanisme au Moyen-Orient et ailleurs. C'est l'une des raisons pour laquelle les États-Unis font face à la menace terroriste.
Oussama Ben Laden et ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre ont clairement dit que notre soutien à Israël motivait leur haine. Et une partie du lobby nous a poussés à partir en guerre en Irak. Cette relation si particulière, soutenue par le lobby, cause un tort considérable aux intérêts stratégiques américains. Avant même la création d'Israël, la communauté juive aux États-Unis s'active à rassembler des fonds et des renseignements pour créer le pays. Le soutien à Israël est marqué par de puissants groupes de pression composés à la fois de juifs et de non-juifs, dont le but est d'influencer la politique étrangère américaine au profit de l'État sioniste. Le lobbyisme aux États-Unis est institutionnalisé, et notamment à travers cette puissante organisation du nom de l'AIPAC. Le colonel Wilkerson, ex-chef de cabinet de Colin Powell, parle de machines très puissante. Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël. Elle passe alors à l'attaque. Un jour, j'ai mentionné l'étude de Mersheimer et Walt au cours d'un séminaire dans une des universités où j'enseigne. En moins de 48 heures, j'ai reçu un courriel d'Alan Dershowitz. Alan Dershowitz est un professeur de Harvard qui protège le lobby juif aux États-Unis comme un chien d'attaque. J'ai reçu un courriel de sa part qui disait essentiellement qu'il ne croyait pas que je rendais justice à la relation américano-israélienne, à la place d'Israël dans le monde, et ainsi de suite. Parce que j'avais cité le rapport Walt Mersheimer, qui était tellement déficient, erroné et tout le reste. Il a même ajouté en attaché sa propre réplique au rapport Walt Mersheimer, en me conseillant de l'utiliser pour faire contrepoids au cours de mon séminaire. Moins de 48 heures plus tard, j'avais déjà à mes trousses un des chiens de garde du lobby juif. Il y a des gens partout à travers les États-Unis, sur tous les campus du pays, qui sont prêts à faire la même chose que lui. Protéger les intérêts américano-juifs et particulièrement les intérêts d'Israël aux États-Unis. Chaque année, Israël continue de recevoir 4 milliards de dollars d'aide américaine. Entre 1972 et 2006, Washington a opposé son veto à 42 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui critiquaient la politique sioniste. Les États-Unis soutiennent Israël de diverses façons. Nous leur fournissons des aides militaires et économiques qui s'élèvent à peu près à 3 milliards de dollars par an. Malgré sa relative richesse, Israël reçoit plus d'aide extérieure que n'importe quel autre pays au monde. Nous opposons constamment notre veto aux résolutions de l'ONU condamnant Israël. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, 1 voix contre. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. Soutenant l'entité sioniste opèrent par ailleurs fortement dans les pays européens. En Allemagne, ils exploitent la spécificité historique de cette dernière pour obtenir davantage de soutien. Si les groupes de pression aux États-Unis s'appuient principalement sur l'argent et sur le réseau de relations avec les démocrates et les républicains, en Allemagne, ils s'appuient sur le fait historique qui constitue un facteur fondamental pour lier la dite sécurité d'Israël à la sécurité nationale suprême fédérale. Le chancelier allemand a manifesté son énième soutien à l'entité au lendemain du 7 octobre. Je suis profondément choqué par le déferlement des discours de haine et de l'antisémitisme depuis ce jour fatidique du 7 octobre. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans le monde entier et honteusement aussi ici en Allemagne.
Le Conseil central juif, l'organisme le plus important représentant les juifs en Allemagne, déclare clairement son soutien absolu à ce qu'il qualifie d'Israël en tant qu'État juif. Ce lobby exerce des pressions sur les partis et a déjà accusé les membres du parti de gauche d'antisémitisme pour leur position critique à l'égard de l'entité. Le Conseil a récemment appelé la branche allemande du mouvement Vendredi pour le climat à se distancer du mouvement international après la solidarité de ce dernier avec Gaza. Avec nous en ligne, Monsieur Jürgen Todenhofer. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes un homme politique allemand, juriste, ancien député au Bundestag. Vous êtes l'un des principaux leaders de l'opposition allemande aux interventions militaires lors de la guerre en Afghanistan, en Irak. Monsieur Jürgen Todenhofer, quel rôle joue le lobbyisme en Allemagne, notamment celui du Conseil central juif ? Le lobbyisme en Allemagne joue un grand rôle. On a une organisation qui s'appelle le Conseil central des Juifs. Oui. Et dans une situation de guerre, comme la situation actuelle, si par exemple ce comité central des Juifs en Allemagne critiquait Israël, critiquait Netanyahou, oui, les gens en Israël diraient « Pourquoi vous ouvrez la bouche? On est dans une situation difficile, vous trouvez ça pas correct ce qu'on fait, et vous êtes dans une situation très bien. » Alors, toutes ces organisations qui sont là pour le lobbyisme soutiennent Israël dans une situation difficile. Le jour où la situation n'est plus difficile, ils critiquent. Les Juifs en Allemagne ou en Amérique se taisent complètement parce qu'ils vont être écrasés par la critique. Moi, je suis contre cette guerre. J'ai vécu pendant 10 jours la dernière guerre contre le Gaza en 2014 et j'ai attaqué le gouvernement Netanyahou pour ses crimes de guerre. J'ai vécu les bombardements. Moi, je crois que les médias pourraient dire c'est un scandale, c'est incroyable. C'est pas self-defense, c'est self-destruction. Israël se détruit aussi, pas seulement les Palestiniens au Gaza, ils se détruisent eux-mêmes parce que l'image d'Israël change complètement. Mais eux, les hommes politiques en Allemagne, la plupart des médias se taisent. Ça, pour moi, c'est un scandale. Comment les Juifs dans la diaspora se taisent, j'attends rien d'autre. Comment expliquez-vous cela? Est-ce qu'il ne vous semble pas que, comme aux États-Unis, où il y a l'AIPAC qui agit sur le plan politique, en Allemagne, c'est un peu pareil, on va dire? Non, je crois pas que c'est comme ça. Je crois, en Allemagne, les hommes politiques n'ont pas de courage. Ils n'ont pas de courage quand le président des États-Unis demande quelque chose ou veut quelque chose, quand il veut une guerre contre l'Afghanistan, quand il exporte des armes pour l'Ukraine. Là, il voit que le pouvoir, c'est en Amérique. Alors là, ils suivent. Je trouve que c'est une grande faute parce que l'Allemagne et l'Europe est assez fort pour jouent un rôle indépendant, mais ils sont pas indépendants. Et c'est absolument ridicule ce qu'on a comme gouvernement, un chancelier qui critique seulement s'il croit que les États-Unis sont d'accord. Il critique les bombardements des Russes avec des mots très émotionnels, mais il critique pas les bombardements des Israéliens. Donc, ils n'ont pas assez de courage et ils voient pas le rôle de l'Europe. L'Europe devrait jouer un rôle indépendant et mon pays, l'Allemagne, devrait jouer un rôle indépendant et nous ne devrions pas supporter des guerres avec nos armes. On aide Israël sur 1000 plans. On devrait être le médiateur, celui qui cherche des solutions de paix, qui veut des négociations. Mais le gouvernement allemand a même voté contre le cessez-le-feu. Monsieur Jürgen Todenhofer, comment expliquer ce soutien politique allemand à cette guerre menée par Netanyahou contre les Palestiniens actuellement? Comment expliquer le veto allemand? Comment expliquer cet alignement? Ils n'ont pas de courage. Ils croient qu'on aurait des problèmes avec l'Amérique, on aurait des problèmes avec Israël. Israël, c'est un pouvoir mondial. C'est un manque de courage politique ou un alignement dû à un passif? Je suis plus dur que vous. Je trouve que c'est une honte. Ce gouvernement, mais aussi le gouvernement avant, va toujours
avoir tendance de suivre les mouvements des États-Unis. Biden a des élections. Oui. Et dans les élections, il dépend de la gauche et il dépend aussi des gens qui ont une vie de migration derrière eux, qui viennent de partout dans le monde entier. Tous ces gens, il est en train de les perdre. Mais ce qu'il dit, c'est cynique. Parce qu'il dit, je le dis avec mes mots, il dit « faites la guerre plus gentiment ». C'est ça. Tuez d'une manière plus gentiment, more nicer than you do it now. So you have to stop this war and you have to negotiate peace. And in these negotiations at the end, like... Pardonnez-moi, je vais traduire ce que vous disiez à l'instant. Arrêtez la guerre maintenant. Vous devez mener des négociations. Il dit qu'il faut faire ça plus gentiment, mais ils doivent arrêter de tuer. C'est ça que je veux dire. Et moi, je dis, et d'autres gens qui respectent le droit humanitaire disent qu'il faut cesser le feu. Il faut arrêter de bombarder les gens. Moi, je vous ai dit, j'ai passé 10 jours à Gaza sous un bombardement qui commençait à 4 heures de l'après-midi et qui se terminait le matin. C'est horrible. On ne peut pas s'imaginer. Et le matin, les hôpitaux sont pleins d'enfants. Ils disent toujours on attaque Hamas. Moi, je dis il faut des négociations et la Hamas va jouer un rôle dans ces négociations. Comme la Hamas a joué un rôle dans la négociation pour libérer les Israéliens que la Hamas a capturés. Monsieur Jürgen Todenhofer, c'est dans le contexte actuel et dans un contexte que vous connaissez puisque, et comme vous le disiez à l'instant, vous avez passé 10 jours à Reza au moment des plus forts bombardements. Dans ce contexte, qui est aujourd'hui revécu par les Palestiniens. L'Allemagne a pris une décision qualifiée d'importante, avant même que l'Union européenne ne fasse de même quelques heures plus tard. Elle a suspendu son aide au développement aux populations palestiniennes. Une décision qualifiée de provisoire, mais qui en dit long sur les relations entre l'Allemagne et Israël. Et puis, entre l'Allemagne et le Hamas, puisque vous en parliez à l'instant. Comment et par quels mots expliquer cet alignement? Moi, je ne connais pas cette décision. C'est une décision qui a été prise quelques jours après le 7 octobre et plus précisément, plus précisément le 9 octobre. Je vous en prie, monsieur. Oui, mais après, ils ont dit qu'il faut continuer à donner de l'aide. Ça serait pas acceptable du tout d'arrêter l'aide pour la population. 80% de la population du Gaza peut seulement survivre avec l'aide, mais l'aide n'arrive pas parce qu'Israël ferme complètement ou presque complètement les frontières et ceux qui arrivent par Rafah maintenant, la frontière à côté de l'Égypte, c'est 1/10 de ce qu'il faut. Alors les Palestiniens ont faim, ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont rien. Tout ça, c'est un grand scandale devant les yeux du monde entier et détruit complètement d'une manière brutale. Je trouve qu'on devrait dire clairement que des bombardements sont une rupture des lois internationales. C'est tellement scandaleux, je trouve ça très scandaleux que notre gouvernement ne dise rien, mais je veux dire aussi que je trouve que les pays, si vous me permettez ça, je vous en prie. Pour quelqu'un qui aime les pays arabes ne montrent pas beaucoup de courage. Il y a des pays qui disent quelque chose, mais il y a des grands pays arabes qui ne font rien du tout, qui laissent mourir Gaza. Il y a des pays également ou des Émirats qui soutiennent cette occupation. Nous le précisons par ailleurs. Oui, qui la soutiennent carrément. Monsieur Jürgen Todenhofer, l'Allemagne entretient des relations très étroites avec Israël. La République fédérale est l'un des premiers partenaires économiques en Europe. Les échanges culturels ou scolaires sont tout aussi nombreux. Cela ne signifie pas que Berlin soutient toujours la politique israélienne. Je m'explique. L'Allemagne considère par exemple les colonies comme contraires au droit international. Comment expliquer ce double processus? Ça s'explique pas. Je dis, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec les crimes d'un gouvernement. Et ce gouvernement fait des crimes et je n'arrive pas à comprendre et je n'arrive pas à accepter que notre gouvernement n'interviennent pas. Vous savez, une amitié entre Israël et l'Allemagne, ça peut être une très, très, très bonne chose. Si l'Allemagne
prend ces possibilités, se sert de ces possibilités pour lutter pour la paix, pour lutter pour les droits des Palestiniens. Les Palestiniens sont attaqués, parfois torturés. J'étais très souvent à Gaza. J'ai construit de petits stades de football, des endroits où les enfants peuvent jouer. On a une école pour des enfants palestiniens au Gaza pour apprendre à nager, plein de choses. Je suis très, très, très souvent là-bas, mais je critique que le gouvernement allemand n'use pas ses possibilités à intervenir, à pousser Israël pour accepter une solution qui respecte les droits des Palestiniens. En Gaza, il n'y a rien, ils disent rien. Ils regardent de temps en temps, ils disent « Oui, mais c'est pas très bien ce que vous faites sur la Westbank. » C'est pas que ça soit pas bien, c'est un scandale. Et parfois, ils disent un mot, c'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas tout à fait d'accord ce que vous faites en Gaza. Ce qui s'est passé en Gaza dans les décades d'occupation, c'est un crime. C'est un crime. Vous voyez, la première fois quand je suis allé à Gaza, c'était en 2011, pendant la révolution arabe. Et puisque je ne pouvais pas rentrer, on ne l'a pas laissé rentrer, ils m'ont foutu une Kalachnikov sous le nez, il a dit foutu le camp ici, j'étais à Rafah. À la fin, je suis rentré par un petit tunnel, j'ai dû payer beaucoup d'argent, et j'ai pensé un peuple palestinien qui peut rentrer et quitter son pays seulement par les tunnels. C'est un scandale, mais tout le monde s'en fout. Le citoyen normal en Allemagne ne peut rien faire, mais le gouvernement aurait pu faire quelque chose. Absolument. En disant, on est votre ami, mais comme ami, on attend de vous que vous respectez les lois, les droits de l'homme. Monsieur Jürgen, ça, c'est ma critique. Absolument. Pas le lobbyisme. Le lobbyisme est normal. C'est lobbyisme. Il est toujours d'accord avec les compagnies ou les hommes politiques pour lesquels ils font le lobbyisme. Je rappelle, Monsieur Jürgen Todenhofer, et là je parle sous votre contrôle, que vous êtes un homme politique, vous avez été député au Bundestag, vous êtes essayiste allemand, vous êtes l'un des principaux leaders de l'opposition allemande aux interventions militaires lors de la guerre en Afghanistan et en Irak. Monsieur Jürgen Todenhofer... Et au Mali. Et au Mali. Au Mali. Ils nous ont foutus dehors. J'étais il y a 3 ans au Mali, ou à 2 ans et demi, et le conseiller du président m'a dit, si vous partez pas tout seul, on va vous foutre dehors. Maintenant, on est foutus dehors. Toutes ces guerres qu'on fait au nom de nos alliés, on les perd. On perd partout. C'est ridicule. L'Ouest, les Amériques perdent toutes les guerres. Ils vont aussi perdre la guerre contre l'Ukraine, contre la Russie. L'Allemagne n'a pas trouvé son rôle. L'Allemagne pourrait être l'intermédiaire qui est pour la paix, qui accepte les droits aussi des musulmans, qui accepte le monde, le tiers-monde, qui accepte la population, les peuples, les nations arabes. L'Allemagne pourrait être un grand intermédiaire, mais nous ne sommes pas un grand intermédiaire. On est sur nos genoux. Justement, Monsieur Jürgen Todenhofer, la France organise une réunion visant à lutter, je cite, contre le Hamas. Paris demande, avec l'Allemagne et l'Italie, que l'Union européenne crée un régime de sanctions spécifiques contre le Hamas après Paris, après les attaques contre Israël le 7 octobre. Comment jugez-vous cette démarche? Comment jugez-vous cette initiative? Mais il y avait toujours des sanctions, oui, contre les gouvernements. Il y a très longtemps, la Hamas était élue, je crois, en 2006. Ils étaient poursuivis, ils sont radicaux, mais vous voyez, Abbas, il est pour des négociations, mais on lui donne rien du tout non plus. Donc, ils sont pratiquement sous des sanctions. La sanction veut dire tes intérêts ne nous intéressent pas. Tes intérêts ne nous intéressent pas. Je crois que la Hamas s'en fiche complètement s'il y a maintenant des sanctions. Moi, j'ai critiqué la Hamas, j'ai critiqué ce qu'elle a fait le 7 octobre, mais cette guerre horrible n'est pas gagnée pour Israël. Moi, je doute les chiffres qu'ils donnent. Moi, je ne crois pas qu'ils ont tué 5000 gens de la Hamas. Je ne crois pas un mot. Et je ne crois pas qu'ils ont seulement perdu 300 ou 400 soldats. Ils ont perdu beaucoup plus et la Hamas a perdu beaucoup moins. Et les chances d'Israël de gagner cette guerre en détruisant la Hamas ne sont pas grands. Vous voyez, ce sont entre 30
000, vous pouvez les appeler fighters ou soldats de la Hamas. Oui. Mais ils sont dans les tunnels. Ils croient maintenant s'ils mettent de l'eau dans les tunnels. Ces tunnels sont fermés, vous voyez. Ils ne sont pas tous en connexion. Si vous mettez de l'eau dans le nord, ça coule jusque dans le sud. Oui. Non, Netanyahou va être obligé de partir. Dans un an, il n'y a plus Benjamin Netanyahou à la tête d'Israël parce qu'il a raté tout. Il a dit, je dois faire cette politique de la main dure pour vous protéger. Où est-ce qu'il était lorsqu'il y avait l'attaque? Il n'a pas protégé la population et les Israéliens ne vont jamais accepter ça. Après, quand la guerre sera terminée ou les actions de guerre, ils vont se débarrasser de lui. Ça, c'est clair. Monsieur Jürgen Et Todenhofer, il va pas gagner. ce sera ma dernière question, Monsieur Jürgen Todenhofer. Le patron de la diplomatie européenne, Monsieur Borrell, a comparé le niveau de destruction de la bande de Gaza à celui des villes allemandes bombardées par les Alliés en 1945. C'est un discours nouveau. Toutefois, ce dernier n'a à aucun moment condamné dans les premiers jours, dans les premières semaines, jusqu'à très récemment, les attaques ou les bombardements de l'armée d'occupation contre l'enclave de Gaza. J'ai entendu ça aussi. Et M. Borrell essaye d'être objectif aussi vis-à-vis des Palestiniens. Mais je crois c'est pas une bonne comparaison. Moi, j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je suis né en 40. Alors, comme petit garçon de 4 ans et demi, j'ai vécu comme en moins de 17 minutes, 200 avions ont détruit ma ville où j'ai vécu, Hanau, et ont tué 2500 personnes. Aussi mes petits copains avec lesquels je jouais. On ne peut pas comparer ça. On peut peut-être comparer ça si on dit, oui, il y avait des grands terrains qui n'étaient pas détruits après la Deuxième Guerre mondiale. Mais les bombardements contre l'Allemagne par les Américains et par les Anglais, on appelait ça moral bombing, bombardement moral, étaient pour les villes tellement désastreux. Vous voyez, en moins de 17 minutes, 2500 morts. Ça ne veut pas dire que ce que fait maintenant Israël n'est pas la même qualité, mais la comparaison n'est pas bonne. J'ai compris. Tout le Gaza est détruit dans un certain sens. Personne ne peut vivre là. Le petit garçon que vous étiez, Monsieur Jürgen Todenhofer, c'est le petit garçon aujourd'hui qui subit les bombardements à Gaza. C'est le petit garçon aujourd'hui qui cherche ses parents sous les décombres à Gaza. Proportionnellement, la comparaison est juste, mais émotionnellement, humainement, elle est tout à fait intacte et tout à fait similaire. Oui, je dis oui. Quand je vois un enfant, une fille qui dit pourquoi vous m'avez pris ma mère, je ne peux pas vivre sans ma mère, que j'ai vu sur CNN, ou des scènes où un garçon crie et son frère arrive, ne crie pas comme ça, et il dit, mais ils ont tué notre père. Et le deuxième aussi commence à crier. Toutes ces scènes sont tellement horribles, et que des hommes politiques en Israël qui voient ça aussi ne réagissent pas et ne disent pas, on a promis, Herzl a promis, lorsqu'il avait cette idée d'un État Israël, il a dit ça sera un modèle d'une démocratie tolérante. Et il n'y a plus rien de ça. C'est mort, c'est fini. Monsieur Jürgen Todenhofer, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, madame. Merci. Bonne chance pour vous. Jürgen Todenhofer est un homme politique, député au Bundestag, journaliste, essayiste, écrivain allemand. Il était l'un des principaux leaders de l'opposition allemande aux interventions militaires lors de la guerre de l'Afghanistan, de l'Irak, mais également au Mali, nous disait-il à l'instant. Et il était avec nous à partir de Munich. Cette émission
arrive à son terme. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Hahali. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.